Voilà, c'est bien installé, toutes et tous. Bienvenue à cette manière de veiller, en fin de compte. On s'est dit, on ne va pas se mettre sur la scène, ça fait un petit peu de présentation, on va faire quelque chose de plus tranquille. Je vais vous expliquer un petit peu comment va se passer cette première rencontre, qui a été initiée par Anne de Comines, et Carole Merosbian et Éric Sivry. Voilà. Et voilà, une sorte de rencontre pour s'interroger sur les écritures de Marie-Étienne et Jacques Darras. Alors voilà comment ça va, on va vous proposer que ça soit une brève présentation. Moi je présenterai Marie-Étienne, Éric présentera Jacques Darras. Ensuite une lecture, on les laisse libres pendant 10 minutes, un quart d'heure, de piocher dans leur répertoire, de lire un petit peu comme ils veulent, comme ils l'entendent. Il y a un micro si jamais il n'y a pas assez de voix. Et ensuite, on va carrément lancer, plutôt que de faire une rencontre entre nous trois qui posons des questions, tout le monde est habilité, ça marche, oui, est habilité à poser des questions, pas tous ensemble, on lève quand même la main à ce qui sera entendu ce soir. Parce que souvent dans les soirées comme ça, on a une question, alors il faudrait que je pose quelque chose, par exemple sur la Picardie à Jacques Darras, et puis au bout d'un moment, on oublie, c'est fondu, et puis après, il n'y a plus de questions qui viennent. Si vous avez une question qui intervient, voilà, on la fait tout de suite. Voilà comment on propose que ça se passe. Carole, on va présenter brièvement. Je sais plus où j'ai mis mes papiers. Donc, si je n'ai pas de papier, je le fais comme ça. Marie-Étienne, vous m'entendez bien là? Ça va? Bon. Marie-Étienne traverse la littérature en tant que moi, comment je l'ai connue. Je l'ai connue avec le site En attendant Nadeau. C'est bien ça. J'ai vu un petit peu ça fait un moment que je regarde un peu ses écrits, ses critiques sur les livres, je me rappelle de certaines critiques sur les lettres de Marguerite Duras, sur là ça ne me revient plus, mais en tout cas c'est une manière de voir les choses qui m'a surpris. C'est pas tellement le livre dont elle parle qui est certainement très intéressant, mais elle a une manière de problématiser les choses. Vous savez, comme au bac, il y a un sujet, puis il faut trouver la problématique. Donc elle problématise la chose, et puis en fait on se rend compte que ce qu'elle dit dépasse un petit peu le contexte unique du livre. J'aime bien cette manière de faire, c'est dense, c'est bien. On ne reste pas sur une critique du livre, et puis voilà, j'achète pas. Voilà, il y a une autre dimension. Je la lisais aussi à l'époque de, je ne sais plus s'il y a encore la quinzaine littéraire. Ça existe encore? Madame Nadeau, c'est la suite de la quinzaine littéraire. Ah bon, d'accord. Il y a une quinzaine littéraire qui existe, mais c'est pas la bonne. Bon. Elle existe encore? Elle existe encore? Oui, non, mais c'est une histoire un peu compliquée. Oui. Mais à la mort de Nadeau, il y a quelqu'un qui s'est emparé du titre. Oui, parce que sur Internet, je crois qu'on la trouve encore, la quinzaine littéraire, uniquement version... Je crois que ça s'appelle les quinzaines littéraires. Oui, ou la nouvelle quinzaine littéraire, ou quelque chose comme ça, il m'a semblé. Les nouvelles quinzaines. Elle a eu un procès, donc... Pardon? On reçoit toujours la nouvelle quinzaine littéraire à la bibliothèque de Boulogne. Ah bon? Oui. C'est la nouvelle quinzaine littéraire? Non, je crois que c'est pas la nouvelle, c'est les nouvelles. Enfin, c'est un... Je ne pourrais plus vous dire le titre exact. Parce qu'elle n'a pas le droit d'utiliser le titre. Ben oui. Mais et nous, ce sommes les collaborateurs de Nadeau et nous avons pris la suite, mais justement en voulant nous distancer un peu. Oui. Voilà, on a fait ça ironiquement en attendant Nadeau. En attendant Nadeau. Eh bien oui, je ne savais pas. Oui, je trouvais le titre bien en attendant Nadeau, mais je ne savais pas le rapport comme ça avec la quinzaine. C'est un site évidemment, mais c'est une revue aussi. D'accord. C'est plutôt une revue, et d'ailleurs, si vous allez y voir, c'est gratuit, et c'est vraiment présenté d'une manière très attrayante. Oui. C'est un site, c'est une revue quoi, sur un site, comme voilà, on trouve comme Sylvis ou comme d'autres revues. Comme recours au poème. Comme recours au poème, justement, dont nous avons une digne représentante ici. Ah oui, pendant que j'y pense, je le dis tout de suite, des fois qu'on oublie, Oui. Ce sera tout ce qu'on dit ce soir, pourra être retenu contre vous.
sera enregistré, hein, il y a la machine là-bas, et ensuite on proposera ça, Carole proposera ça sur Recours au poème, donc on pourra, même s'il n'y a pas énormément de monde ce soir, on pourra se écouter avec un auditoire plus large, nous espérons. J'en étais où? J'étais à la présentation de Marie-Étienne. Donc oui, alors sur En attendant Nadeau, c'est là que je vous ai connu. Après, je confesse que je connais moins votre propre écriture. Je suis allé piocher à la bibliothèque, j'ai trouvé des choses, vraiment des choses intéressantes, et particulièrement un texte, je vais voir si on aura le temps de le lire ce soir, parce que c'est vous qui allez lire votre propre texte, un texte qui s'appelle Le théâtre, à un moment donné, dans un recueil, je crois qu'il s'appelle Anatolie, c'est pas ça, hein, qui m'a surpris. Je me suis dit, ah, là, c'est vrai qu'il y a des, voilà, j'ai des questions à poser. Donc, comme je ne connais pas énormément votre travail, je poserai peut-être des questions un peu bêtes, mais j'assume complètement. Hein, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que des réponses stupides, peut-être, mais pas de questions bêtes. Il n'y a que des réponses stupides, peut-être, mais pas de questions bêtes. Voilà. Voilà. Donc, voilà la présentation. Et j'ai vu aussi son nom dans de nombreuses anthologies. C'est publié dans beaucoup d'anthologies. J'ai vu qu'il y en avait énormément. Donc, voilà pour Marie-Étienne. Jeanne d'Arras, c'est Eric. Il est où? Il est là. Eric, il est parti. Ah non, d'accord. Eric, je te laisse faire avec Jacques d'Arras. Et après, on entamera les lectures, si vous voulez bien. Alors moi, j'ai connu Jacques Darras il y a 2 ans, lors d'un colloque qui a eu lieu en visioconférence qui concernait la poésie aujourd'hui. Je l'ai invité, puisque je suis enseignant, avec mes étudiants au début de l'année, ça devait être au mois d'octobre, si je me souviens bien. Nous avons eu le projet de lui consacrer une revue, parce que depuis 1999, je dirige une revue littéraire et artistique qui s'appelle Intuition. Donc nous avons mis des textes inédits. Alors, justement, pour être précis, je vais vous lire la petite présentation que j'ai faite de l'œuvre de Jacques Darras dans cette revue. Donc, vous êtes professeur en littérature anglaise à l'université de Picardie Jules Verne. Vous êtes poète, essayiste, traducteur de littérature anglophone, et vos traductions sont importantes. Vous avez composé un volume de sonnets, Petites sommes sonnantes, paru en 1999, ainsi qu'un poème critique cursif et discursif sur la Première Guerre mondiale, Je sors enfin du bois de la Gruerie, paru en 2014. En 2016, vous êtes entré dans la collection Poésie Gallimard avec L'indiscipline de l'eau, une anthologie personnelle concernant vos poèmes de 1988 à 2012. Dans la même collection, vous avez fait paraître la première anthologie des poètes médiévaux du nord de la France, du cloître à la place publique en 2017, et il y en a un exemplaire là-bas, si je ne m'abuse. J'aurais du mal à citer tous les essais que vous avez fait paraître. Je me contenterai de parler de Nous sommes tous des romantiques allemands, de Dante à Whitman en passant par Iéna, 2002. Nous ne sommes pas faits pour la mort, Stock, 2006. Les îles gardent l'horizon, Hermann, 2008. La transfiguration d'Anvers, Arfuyenne, 2015. Réconcilier la ville, 2015. Alors, je disais l'importance de vos traductions. Vous avez fait paraître de nombreuses traductions. Vous êtes un Européen convaincu, je pense ne pas me tromper en affirmant cela. Et vous essayez d'engager la poésie française sur la voie d'une écoute plus attentive aux traditions, de repenser les frontières, notamment nordiques, de notre sensibilité nationale, avec la volonté de rendre cette dernière plus ouverte. Vous vous considérez, je pense, comme un démocrate whitmanien d'Europe. Partant, vous reconnaissez être en contradiction ouverte avec les grands mouvements symbolistes et surréalistes, selon vous, trop freudio-lacaniens, qui conduisent parfois encore la poésie française de nos jours. Votre admiration va plutôt directement à des poètes comme Apollinaire, Sandrars, Claudel, et j'en oublie certainement bien d'autres. Alors, moi, je vous ai connu d'abord du point de vue littéraire
par rapport au cycle Lamey, qui comprend 8 volets, sachant que nous allons notamment parler ce soir du dernier qui vient de paraître, Le cœur maritime de Lamey, paru aux éditions Le Castor Astral et Inuit. Vous nous proposez dans ce cycle Lamey, qui est une petite rivière de la baie de Somme, une nouvelle conception de l'épopée, et je pense qu'il va y avoir de nombreuses questions à ce sujet. Je vous cite, une épopée du moi pluriel, fluide et sonore. Lamey apparaît comme une longue navigation à laquelle votre histoire personnelle et celle de votre région donnent souvent l'élan. Cette poésie d'inspiration épique a pour cadre, en fait, pas seulement la baie de Somme, mais l'Europe, qui a toujours proposé, selon vous, ces parades épiques et comiques, épico-comiques, sur l'ère frontalière qui va de la Somme aux Pays-Bas et au Rhin d'un côté, à l'Écosse et à l'Irlande de l'autre. D'ailleurs, il y a un an, vous m'avez envoyé, avant même qu'il paraisse, un essai récent qui s'appelle « Épique », point d'exclamation, où vous vous penchez sur les modalités différentes de l'épopée, tant dans la poésie francophone qu'anglophone, et dans la poésie anglophone, il y a une forme d'épopée qu'on appelle, je crois, mock poetry, hein, qui est une forme d'épopée burlesque, finalement assez peu développée dans notre littérature française. Le volume inaugural Lamey apparu en 1988, Lamey 2 ou Petit affluent de Lamey en 1993. Ces deux recueils ont d'abord été complétés par 5 autres volumes, dont Lamey 3 ou L'embouchure de Lamey dans les vagues de la Manche, Lamey 4, Van Neck et les rivières, Lamey 5, Vous n'avez pas le vertige, Lamey 6, Tout à coup je ne suis plus seul, Lamey 7, Lamey réfléchit. Et donc le cœur maritime de Lamey, qui est le volume 8 dont nous allons parler, et je crois que tout cela va encore connaître de nouvelles publications. Je crois avoir lu ça récemment. Voilà, j'espère avoir été assez complet. Merci. Bien, alors nous allons vous proposer de lire. On va commencer peut-être par Mme Marie-Étienne. Vous voulez un micro peut-être? Oui. Oui. Ouais, on va se Voilà. Tu le fais, Eric? Oui. Non. Prends-le à la main. Je commence, on va dire. Il doit se détacher normalement. Oui. D'accord. Parce que vous n'avez pas tourné les pages. Je vais t'approcher. Là. Ça marche là? Oui. C'est pas me pencher. Très bien. Alors, je vais, avant de commencer à lire, c'est dommage que Jacques, tu ne lises pas, tu n'aies pas pu lire le texte de présentation que tu avais fait de moi il y a quelques jours, qui était parfait. Alors, à la place, je vais lire la 4e de couverture pour donner une idée un petit peu au public de ce qu'est mon livre. Jacques a écrit: il existe un ange au chevet de la cathédrale d'Amiens qu'on vient de très loin pour voir. Il se nomme l'ange pleureur. Elle repliée, visage penché, cet ange pleure. C'est un ange sulpicien, dit dû au ciseau de Nicolas Blasset. L'ange de Marie-Étienne, quant à lui, est un ange rêveur. Le titre de mon livre, c'est Sommeil de l'ange. Comme le dit joliment Marie, il rêve à l'infinitif, il rêve infiniment. C'est un ange d'après Sigmund Freud. Spectateur de scènes où se mêlent épouvante, invraisemblance, sexualité et vision incestueuse, avec une drôlerie qui touche parfois à la pure et simple effronterie. Nous entrons ici, bien au-delà d'Henri Michaud,
dans le territoire décomplexé du rêve féminin. Alors, dans ce livre, il y a probablement aussi un peu la présence du théâtre, enfin, il y a pas mal de choses. J'ai publié beaucoup de livres, j'ai eu quelques prix importants, mais passons à la lecture. Alors, je dirais, le livre est composé de chapitres, de petits chapitres avec des introductions qui les présentent. Là, je vous en lis une de Walter Benjamin que j'aime beaucoup. La langue des rêves n'est pas dans les mots, mais sans eux. Son sol est encombré de carcasses, de décombres, et son jour parcouru de lueurs meurtrières. Je comprends que je suis sur la place Tiananmen ou sur la place Tahrir, tout endroit qui unit dans un élan commun les foules dont nous sommes. C'est un rêve, hein. Tout ce que je vous lis sont des rêves que j'ai essayé de transcrire en étant le plus objectif possible. Objectif, j'ai utilisé le masculin. Mais parfois je me trompe en homme, hein, c'est pas étonnant. Mes pieds ensanglantés à l'autre bout de moi semblent m'examiner. Leurs doigts écarquillés sont habillés et maquillés comme des poupées incas. Auraient-ils traversé, quand ils étaient enfants, les marais vietnamiens dans la foule des vaincus de tous bords? Certains pays d'Afrique, à présent dévastés par les factions rivales et sous contrôle de la terreur. La Tchécoslovaquie, où mon arrière-grand-mère s'était éprise d'un prince bosniaque. Eux conservent le silence, malheureux, ridicule, et leur accoutrement n'arrange rien. Je lis encore un peu. Je progresse, je marche aux abords d'une gare, aussi bien d'une guerre. Avance difficile et si problématique que je me couche, me casse en deux, afin de présenter le moins de freins possible à l'air. Je rampe, même m'accrochant de mes doigts, de mes ongles, et avançant grâce à ces prises. Or, durant tout le temps que dure mon périple, dans ce pays ingrat, de glaise, de ravins et de bien d'autres épaisseurs, j'égare mes papiers, mes sacs de préférence, et notamment celui qui me vient de ma mère, en cuir, à large boucle. J'égare aussi les gens, les rendez-vous et les adresses. Le paysage est morne et désormais la route est droite, sans imagination, au milieu de la plaine qui s'en distingue à peine, si ce n'est par des grilles un peu plus soutenues. Rien à attendre. Et pourtant, si, un groupe d'hommes me précède, un bloc, gesticulant. C'est qu'ils sont encordés et qu'ils essaient chacun de se désentraver, de recouvrer leur liberté. Comme ils sont torse nu, je vois leurs muscles enflés sous la morsure des liens qui se serrent davantage à chaque agitation, à chaque ébranlement émis par l'un des corps. Le bloc avance gauchement et par saccades, mais il avance. Je me demande vers quoi. Aucun village à l'horizon, aucune forme humaine.
malgré son pessimisme, il émane de la scène une phosphorescence qui vient probablement de la blancheur des corps, de leur contraste avec la plaine et de leur solitude, qui n'est pas sans grandeur. Cependant que je longe à présent un grillage qui coupe en deux le paysage, un couple en sens inverse longe un autre grillage, séparé du premier par une terre sans joie, une voie ferrée désaffectée. Nous pouvons seulement nous parler en criant, car je crie, je l'appelle, la femme qui avance, qui vient à ma rencontre, que je ne peux toucher, séparés que nous sommes. À jamais, je l'appelle, prononçant le prénom que je lui ai donné lorsque j'étais enfant. Je l'appelle plusieurs fois avant qu'elle ne m'entende, lève la tête, me reconnaisse et m'appelle à son tour, me convie à venir la rejoindre. Mais je secoue la tête, hélas, je ne peux pas, un peu plus tard. Attends, attends-moi, je t'en prie. Voilà, c'est la fin de ce chapitre, donc je vais m'arrêter. Je vais te donner la place. Je vais faire pivoter le micro parce que quand on instaure un fond sonore, il ne faut pas le rompre par la voix nue. Il faut continuer parce que continuer cette homogénéité sonore, en quelque sorte. Je connais Marie depuis 1986. Elle était secrétaire de l'homme de théâtre Antoine Vitesse. Secrétaire général. Secrétaire général de théâtre, du Théâtre National Populaire au Palais de Chaillot, et elle organisait dans ce cadre des lectures de poésie qui étaient extrêmement impressionnantes par leur cérémonial et par leur cadre, bien évidemment. Et nous ne nous sommes suivis, j'allais dire, nous ne nous sommes pas quittés depuis quasiment 1986. Dans la collection Les Passeurs d'Inuit, où le livre de Marie, Sommeil de l'Ange, est paru, j'ai tout de suite réagi favorablement au manuscrit qu'elle m'a confié, qu'elle m'a donné. Et je trouve que c'est un livre où le rêve est abordé avec tact et continuité. C'est une écriture oblique, c'est une écriture délicate, c'est une écriture qui en même temps est très tenue, une prose simple, claire, mais mystérieuse. Donc voilà ce qui m'a attiré dans le livre de Marie, Sommeil de l'Ange. Moi, je suis quelqu'un d'assez extérieur, si tant est que le rêve est intérieur, ce qui reste à démontrer. Je suis quelqu'un qui suis tourné vers l'extérieur. J'ai un tropisme, comme l'a dit Éric, ou l'a laissé entendre Éric, vers le nord, ce qui est assez peu commun en France, de façon générale, et en particulier dans la littérature. Car on compte sur les doigts de la main les poètes qui ont parlé du nord, parlé depuis le nord. Citons quelqu'un que j'aime beaucoup, en particulier, qui n'est pas très bien connu en France, Marceline Desbordes-Valmore, qui est un poète absolument du premier plan. Et donc, mon tropisme vers le nord, je l'explique dans plusieurs livres qui paraissent en même temps, 3. Je lirai un extrait de chacun d'entre eux. Le premier, c'est une série de 4 qui sont pour moi des sortes de photographies. 4 ça cadre. Donc, cadrant le passé, les lieux, depuis mon enfance jusqu'à ma vie actuelle, et qui est une façon de passer très vite, de ne pas poser en passant comme ça.
Donc, dans une collection qui s'appelle, j'aime beaucoup le titre, Cours toujours, et donc 4 à 4 vers le nord. Ces quatrains sont alexandrins, sont écrits en alexandrin blanc. S'ils riment, c'est à l'intérieur et pas au bout, pas à la fin. C'est un art difficile, le quatrain. Inflexible quatrain, la fin si vite s'approche du second vers, à peine celui-ci fut posé qu'il n'y a plus le temps d'en trouver un troisième. Conclusion par le temps dès l'ouverture posée. Tu imagines une chaîne de nouvelles poétiques qu'on radiodiffuserait de bonne heure le matin. Fréquence alexandrine, pour ceux que la conquête du monde fait lever tôt, la prose restant au lit. Le Nord est un mot qui déplaît tellement aux Français qu'on a trouvé bon, à mon grand regret, pour ne pas dire ma grande colère, de le remplacer par HDF Hauts-de-France. Depuis ce temps-là, je ne décolère pas. Triade nordique, la mort, le nord, la nuit. Dans la langue française, les trois mots, comme des parcs, président aux destinées. Un fil unique les lie, vite posé, vite coupé. Monosyllabe trinaire, aussi bref que la vie. Petite fantaisie en passant. Surtout ne va pas croire que la littérature est influence sur rien. Écris-la, déjà bien qu'on trouve à l'éditer. Au grand jour qu'elle paraisse, fera peut-être qu'un jour elle sera méditée. J'adore Bruxelles. À l'égal, sinon plus, sinon mieux que Paris. Bruxelles, grand place. Tu viendrais chaque jour au café La Brouette, banquette et table en bois, verre d'Orval sous le nez, un âtre dans le dos, flammes hivernales factices. Le temps se distillerait ta petite lampée. Au nord, on sait très bien ce qu'est l'histoire de France. On comprend beaucoup de choses, tant nous avons été le lieu de batailles sanglantes au cours des siècles, à tel point que ce qu'on appelle guerre de 100 ans, par exemple, les conflits avec l'Angleterre, moi, je les étends à ce que j'appelle la guerre de 600 ans. Qu'est-ce que l'histoire de France? Paris conquiert le Nord. Bouvines, Philippe Auguste. Louis XI, Louis XIII, Arras. Lille, Vauban, Louis XIV. 2016, Hauts-de-France. Jacobin monarchiste contre carolingien. Vous voyez qu'on peut être politique en 4 vers. Ben moi, je vous comprends, hein, je suis catalan. Alors le jour où le Languedoc-Roussillon est devenu Occitanie, je suis monté au plafond. Hein. Je comprends tout à fait. Malheureusement, on est encore au plafond, et vous et moi. Oui, mais on y reste. Pour l'instant, on est En espérant qu'on descendra un jour. L'âme. Est-ce que l'âme s'évapore comme après qu'est tombée une pluie sur des fans? Toi marchant à travers, pieds bottés, les secouant,
gouttes rejoignant la terre, les rivières, puis au ciel, nuages condensés. Watteau. On prononce Watteau et pas Watteau. Jacques, tu rêves. Jacques, tu n'as pas les pieds sur terre. Non, Watteau, je le sais. Tu t'embarques pour 6 terres. Pour me taire, moi, je sais que je suis embarqué. Différence entre nous, peinture et poésie. Sandra, Blaise, l'homme à la main droite coupée. À partir de cette coupure de la main droite, vous remarquez peut-être qu'il n'a plus jamais écrit de poésie. Sandra, la poésie, la prose. Coupez la main, Sandra, la main à poésie. C'est en l'air, puis à terre. La prose la ramassera. Droite ou gauche, la guerre. Les deux mains à la fois. Laissons l'homme ce manchot se croire un fier bras. Un extrait d'un livre que j'ai intitulé « Je suis une rivière » où j'ai osé commettre une vingtaine de gouaches et leur faisant face des textes. J'ai, outre le Nord, une affection particulière pour la baie de Somme, que vous connaissez peut-être certains d'entre vous. Enfin, je divulgue le bruit tout en me disant que je ne fais peut-être pas bien, car avec le réchauffement climatique, nous allons un jour nous retrouver des millions en baie de Somme. Baie majuscule, baie béante, alphabet. Il n'y a pas plus grande ouverture que celle où je me tiens à l'instant. Eau, ciel, sable, en dénouement ultime. Ici, plus rien ne s'enracine. L'allié indéfectible du temps, la marée le proscrit. Plus de vie intérieure, l'extérieur seul. L'aller au-devant de son propre effacement, comme de se voir passer penché à la fenêtre de l'univers. À quel étage, quel étiage êtes-vous? Le rez-de-chaussée, la cave? Un architecte défenestré, l'homme. La mère, l'écolière, est partie se réciter sa table de calcul à heure fixe, bec recourbé plusieurs fois sur lui-même à sa voûte, oiseautant. L'espace, notre demeure inhabitable. Et je termine avec un extrait ou 2 extraits maximum de Cœur maritime de la mer, une sorte de litanie pour commencer. La mer ne meurt pas, la mer ne renaît pas, la mer est éternelle. La mer ne pourrit pas, la mer ne tombe pas, la mer ne se cueille pas. La mer est immortelle. La mer ne se fige pas, la mer ne gèle pas, la mer ne fleurit pas, la mer n'éclate pas, la mer n'a pas de graines, la mer ne s'épuise pas, la mer ne manque pas, la mer est immuable. La mer ne quitte pas, la mer n'abandonne pas, la mer est obsédante. La mer ne navigue pas, la mer ne traverse pas, la mer ne franchit pas, la mer est un mystère, la mer est un désert, la mer est terre troublante. La mer vient de très loin, la mer nous mène au loin, la mer la gouvernante. La mer, nous nous noyons, la mer, nous nous diluons, la mer, nous sommes sans but. La mer, nous sommes sans chair, la mer, nous sommes sans nom. La mer, ce n'est plus nous. La mer n'est pas la mer. La mer n'est pas l'ailleurs. La mer n'eut jamais d'âge. La mer, nous y étions. La mer, nous nagions. La mer est l'image des images.
un sonnet sur la traversée de la Manche. Je n'ai pas compté le nombre de fois où j'ai traversé la Manche, mais je pense que je ne suis pas loin de 60 fois en ferry, en bateau, plus particulièrement, quelquefois en avion, mais le plus souvent en ferry. Et chaque fois, c'était une émotion considérable que j'ai concentrée en un sonnet. Tu ne tiens pas en place sur le pont du ferry qui de Douvres à Calais t'emmène sur la Manche, métallerie des machines par la mer assourdie, telle une clarinette dont on jouerait sans l'anche. Toi tu veux être l'air, toi-même l'instrument du dehors et du vent qui suscite les vagues à se précipiter en rythme sur les flancs du bateau, le cinglant de l'arpège de leurs algues. Tu marches tantôt à l'ouest où ta bouche suffoque des rafales d'Atlantique qui canonnent à tribord, puis court te raffermir sous le vent où la moque anguilleuse des rouleaux caresse l'autre bord. Bref, tu es le soliste et l'orchestre à la fois, la mère compositrice fiancée à tes doigts. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Ben voilà, on peut poser des questions, quitte à reprendre après un petit peu de lecture, parce que c'est bien agréable. Hein? Donc on va essayer de ponctuer un petit peu la soirée comme ça. Réflexion, pensée, et puis ensuite l'émotion des lectures. Si vous permettez, sur la première lecture, votre lecture, Marie, hein, c'est ça, Marie. Je veux dire en fait très simplement que vos rêves en fait m'ont paru être des rêves récits, presque des rêves de reportage. Des rêves? Vos rêves que vous, Oui, vous j'ai faites pas compris ce que entendre vous disiez des rêves. sont presque des rêves récits, sont presque des récits, presque des reportages en fait que l'on entend, que l'on vous déroulez en fait une histoire. Est-ce que vous avez, enfin, en tant qu'auditeur, moi c'est une histoire, c'est-à-dire on me raconte une histoire à chaque fois. C'est-à-dire que le rêve est quelque chose de très précis, très humain du coup. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et narratif peut-être. Voilà, il y a une narration, voilà, il y a une vraie narration, alors qu'il y a une économie de moyens. Voilà, c'est qu'il y a une économie de moyens dans vos textes, dans votre poésie, hein, qui en fait n'exclut pas du tout une narration qui convoque une vraie histoire humaine. En fait, c'est ça que je ressens quand j'ai écouté vos textes. Voilà. Et donc ça veut dire en fait que ça veut dire que vos textes, à mon avis, sont quelque chose qui rend compte d'une expérience de la vie. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Alors qu'il y a une économie de moyens, il n'y a pas de sécheresse dans ce que vous dites. Ça pourrait, hein, ça aurait pu, mais c'est pas du tout ça. C'est pas flamboyant, le texte, c'est pas un texte flamboyant, et pourtant, ça convoque énormément d'émotions. Enfin, ça convoquait de l'émotion. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ah bah écoutez, tant mieux. Voilà. Mais vous avez raison quand vous parlez de rapport à la vie. Enfin, je pense que les rêves, en fait, sont une condensation métaphorique. Enfin, je les ai pris. Je trouve que les rêves, c'est quelque chose de passionnant parce que ça fait déjà une partie du chemin vers la poésie. C'est-à-dire que c'est une métaphore de quelque chose qu'on a vécu ou qu'on va vivre ou qu'on craint de vivre. C'est donc une transposition de la biographie. Et d'une certaine manière, je trouve que ça raconte plus précisément qu'un texte qui serait, comme on dit, une autofiction ou enfin, je ne sais plus quels sont tous les termes qu'on utilise à l'heure actuelle pour raconter, pour dire qu'on raconte quelque chose de réel. Je
je trouve que les rêves racontent finalement mieux que ça, parce qu'ils transposent et en même temps ils disent une vérité qui est plus profonde. Et alors je suis contente que vous sembliez y avoir été sensible. Mais parfois on me dit que mes récits de rêve ont l'air fabriqués. Il y a des gens qui réagissent très différemment. L'autre soir, c'est Michel Mousseau qui me disait, mais on n'y croit pas, tes rêves, on a l'impression que tu les as inventés et que tu les as plaqués comme ça. Mais c'est parce que c'est vrai que les rêves sont souvent très nébuleux, les rêves que l'on fait. Et je n'ai gardé, pour les raconter, que les parties claires. J'ai fait des choix. De toute façon, dans un rêve, il y a toujours des tas d'histoires, des tas d'étapes. Hein. Et disons que je choisis, par exemple, une étape qui est la plus claire et qui m'a frappé sur le plan visuel, d'une certaine manière. Donc c'est très clair. Mais c'est pas pour autant inventé. Voilà. Le rêve, par exemple, des hommes encordés, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire parce que je voulais rendre à la fois quelque chose de cette étrangeté-là, de cette douleur qui s'exprimait, et en même temps, elle s'exprimait avec froideur. Enfin, il y avait un mélange. Et c'est tout ça que j'essaye de dire en peu de mots et d'une manière très sobre, ce qui parfois n'est pas forcément réussi, peut-être, je ne sais pas. Ce sont des rêves récents, c'est des rêves que vous avez collectés toute votre vie. Alors, vous avez l'habitude de Oui, vous avez raison de poser la question. Ça correspond en fait à une période donnée. En fait, j'utilise mes rêves depuis toujours, mais jamais je ne les ai rassemblés comme ça en tant que rêve. Et ça correspond à une période précise, et ça correspond aussi à une période où je faisais des dessins qui étaient des équivalents de poèmes pour moi. Et j'aurais voulu, mais ça n'a pas été possible, qu'on publie les dessins en même temps. Mais enfin, bon, ça fera peut-être l'objet d'une publication quelque part un jour, je ne sais rien. C'est des dessins poèmes en fait. Et je dessinais, le livre est dédié à une amie qui est une universitaire brillante de Montpellier, et elle m'a beaucoup encouragée à dessiner parce qu'elle s'intéresse à la fois à la poésie, à la peinture, au dessin, au rapport entre les deux. Et elle m'a beaucoup encouragée, elle trouvait mes dessins formidables. Moi, je trouvais que c'était des petits trucs qui étaient importants pour moi, mais enfin bon. Et finalement, ça aboutit à une série de dessins-poèmes. Il y en a beaucoup, il y a de quoi faire un livre. Et ça correspond exactement à cette période. Voilà. J'ajouterais sur les rêves, ce qui est très troublant et ce que j'ai absolument apprécié, c'est qu'effectivement, dans l'expérience du rêve, que nous connaissons tous, il y a des parties inconnues qu'on ne retrouve jamais, mais dans ces rêves très précis qui nous parlent et qui nous restent au réveil, on a ce trouble d'une réelle vie ailleurs. Et vous avez donné ce trouble-là précis, c'est-à-dire que quand on sort du rêve, on s'est vraiment demandé quel était ce corps agissant, ces rencontres, tout ce qui est si détaillé avec une précision absolue. Ils sont rares ces rêves-là. Moi, je ne rêve plus là, en ce moment depuis très longtemps, mais effectivement, il y a certains rêves qui troublent et qui dérangent notre soi-disant réalité. Donc là, vous posez, pour moi, en plus de la poésie et de cette incarnation en nous de ce qui trouble nos réalités, nos vies quotidiennes, quand le rêve vient exprimer quelque chose, vient traverser notre route avec autant de précision et de clarté. Ils sont rares ceux-là, mais je crois en vos rêves, parce que certains rêves sont vraiment incroyablement, presque terrifiants de précision et de réalisme. Voilà. Vous avez raison, c'est ça qui est passionnant dans les rêves, c'est qu'on a l'impression qu'on a une autre vie, voilà, et qui nous échappe en partie. Voilà, qui nous échappe en partie, et parfois il y a des rêves qui nous apprennent quelque chose de fantastique, de troublant. Ça n'est pas étonnant que
l'histoire, les rêves, les anciens attachaient autant d'importance aux rêves, les prenaient pour des augures, enfin. Moi, ça ne m'intéresse pas tellement de les interpréter comme le fait Freud. Enfin, j'ai beaucoup lu Freud, ça m'intéresse beaucoup, mais son interprétation des rêves, ça ne m'intéresse pas tellement. Je trouve que les rêves, c'est beaucoup plus riche que ça, en fait, que cette interprétation scientifique qu'il en a donnée, qui présente un intérêt, évidemment, mais je trouve que, en fait, on n'a pas, je ne pense pas qu'on ait vraiment exploré la richesse des rêves. Non, parce qu'effectivement, je pense que comme chaque livre, chaque film, c'est un film. Un rêve, c'est un film en soi. Chacun va trouver le sens précisément. Donc, vous trouvez votre propre sens. Nous, en traduisant, nous trouvons d'autres sens. Nous entendons comme toute image. Donc, c'est comme toute image, comme tout travail avec l'imagination, ça projette. Voilà, ça continue. Donc l'écriture vient du rêve, elle retourne vers le rêve, en fait, voilà, bon, j'arrête. Et C'est beau, c'est très beau. L'auditeur se fait son propre film, en fait, Aussi, à voilà, partir de ce aussi. qui est proposé. Oui. Ce qui fait Donc que c'est un petit peu le règne de l'écriture, c'est ça. oui, Hein, voilà, c'est un peu une proposition et chacun a ses propres le terrain. projections. Souvent, un écrivain dit, par exemple, mais ce que me disent les gens, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. C'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important, c'est comment c'est reçu et que ce soit reçu. Mais c'est vrai que j'ajouterais, pour raccorder avec ce que vous aviez dit au tout début, que quand on s'attend au rêve, on attend une nébuleuse, on attend un flou, des filtres, enfin, vous voyez, on attend toute une machinerie du rêve que vous n'avez pas proposé parce que ces rêves étaient troublants de réalité. Voilà, je pense que moi j'ai ma petite réponse, je ne sais pas si, mais Ouais. voilà. Allez-y. Est-ce que le rêve, d'une certaine façon... Attendez, il y a. Ah pardon, excusez-moi. C'est très, très court. Partagez-vous la phrase de Gérard de Nerval dans Aurélia qui dit « Le rêve est une seconde vie ». Absolument. Absolument, oui, tout à fait. Je suis d'ailleurs, j'ai beaucoup parlé de Nerval dans un livre d'ailleurs que Jacques a édité, Antoine Vitesse et la poésie. Je parle. Ah non, c'est pas toi qui l'as édité, je me trompe. Non, mais j'ai publié une série d'articles dans un livre qui est paru l'année dernière et je parle beaucoup de Nerval parce que Nerval introduit sa propre capacité de rêve dans notre vie. Et je raconte une histoire qui ressemble à un rêve d'ailleurs. J'avais acheté un livre un livre de Nerval. Il y avait Aurélia comme titre et le texte. Il y avait un début de texte sur la couverture et ce début de texte était absolument extraordinaire. Je vous dirai après un peu de mémoire quel était ce texte. Et ce texte-là, je voulais absolument le retrouver et j'ouvre le livre, je le cherche dans Aurélia, je ne le trouve pas et je me dis mais pourquoi est-il là ? Et le livre, après je l'ai rangé dans ma bibliothèque, je ne l'ai plus retrouvé. Et j'ai fait toute une recherche, j'ai parlé à un ami qui était spécialiste de Nerval, en lui demandant où était ce texte, et alors il me dit, mais lis donc Angélique. Donc j'ai lu Angélique, je ne sais pas si vous connaissez ce texte de Nerval qui fait partie des Filles du Feu. Angélique, c'est la recherche d'un livre. Nerval se trouve à Francfort, il est sur le point il trouve un livre qui l'intéresse beaucoup, il veut l'acheter et il hésite en se disant ben, je vais le trouver à Paris. Et en fait, il ne le retrouve jamais. Donc tout Angélique, c'est la recherche du livre. Et alors vous voyez, ce simple texte que je ne retrouvais pas m'a entraîné. Et ça ressemblait à un rêve en fait. Et ça, c'est le talent de Nerval. Et alors, ce texte qui m'a tellement fasciné, si vous connaissez les Nuits d'octobre, en fait, c'est le début des Nuits d'octobre
qui se trouvait sur la couverture d'Aurélia. On se demande bien ce que les éditeurs ont dans la tête. Hein. Et c'est, vous savez, c'est ce début magnifique où il dit qu'il est fasciné par les voyages, qu'il est allé en Orient et qui finit par prendre la diligence pour aller à Meaux, quoi. C'est un truc, c'est un texte renversant pour moi, c'est vraiment l'émotion absolue de lire ce texte-là, parce qu'il y a une espèce de dégringolade comme ça, et puis de douceur, de douceur dans la défaite, quoi, qui bouleverse. Merci. Beaucoup. Beaucoup. Merci beaucoup. Le poète, les chimères, pour moi, il y a au moins 2 poèmes dans les chimères qui sont absolument l'absolu. Comment dire, je réfléchissais en même temps que je t'écoutais, je me disais, mais oui, finalement, la prose, enfin, comment dire, et la prose sur le rêve, ton texte, qui est très beau, c'est plus ouvert que la poésie. Dans le fond, le poème, c'est ainsi. D'une certaine façon, on ne peut rien dire après un poème. D'une certaine manière, c'est ainsi puisque le poète l'a voulu ainsi. C'est ainsi. Donc, à la limite, on peut le retrouver dans la lecture, mais, comment dire, dans ce que tu proposes, moi je suis un rêveur médiocre. Je le disais dans mon texte l'autre jour, je suis totalement diurne. Absolument pas nocturne. C'est un handicap, je me dis en t'écoutant, je rêve. Il y a des périodes où on ne rêve pas d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on se demande pourquoi. Ça doit correspondre à un état d'esprit ou bien un problème dans la société, dans son intégration dans la société. Mais je suis diurne profondément parce que et plus j'avance dans la diurnité de la vie, plus je prends la vie comme un rêve total. Et donc, la réalité, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus rêvé. Nous avons des moments, et je trouve que dans une ville, je vis en ce moment à la campagne, enfin, du moins à 40 km de Paris, et j'ai habité dans la ville. Je n'aime pas la ville profondément. J'aime bien Bruxelles, par exemple, parce que c'est un mélange de campagne et de ville. La bière, c'est très bien parce que c'est de l'orge, c'est du houblon, c'est des choses qui sentent la campagne, qui sentent la nature. Mais quand j'arrive dans la ville que j'ai quittée depuis pas mal de temps, je vois passer tous ces personnages qui sont absolument tous des rimbutes, tous avec une destination. Il y a un superbe poème de T.S. Eliot là-dessus, dans le Wasteland, que je ne peux pas résumer, mais qui dit, mais toutes ces ombres-là, tous ces morts en puissance, c'est effrayant, quoi. Dans la ville, on peut parfois avoir des vertiges qui sont faramineux, et Dieu merci que ces vertiges ne continuent pas trop longtemps, parce que sinon on ne croit plus à l'existence humaine. Donc c'est terrible, le dur. C'est l'absolu du rêve. D'une certaine façon, cette seconde vie dont tu parles, dont vous parlez, c'est assez confortable. Non, mais ça n'exclut pas le fait... C'est comme une résidence secondaire de l'existence. Ça n'exclut pas le fait qu'on peut trouver la vie ressemblant à des rêves aussi. Rien n'est plus fantastique et étrange que la réalité aussi. Ah ouais. C'est la réalité qui ressemble au rêve. Bien sûr. Mais je suis tout Oui, à fait d'accord. oui, Ça n'est bien pas sûr. contradictoire. Hein. Non, mais ça n'est pas contradictoire, le fait d'avoir une vie supplémentaire, bien sûr. ça ne rend pas la vie réelle Bien sûr. terne. Mais Ça ne veut pas dire qu'on l'évite. Mais il faut que la réalité qui nous entoure est quand même suffisamment solide, suffisamment dure, suffisamment
elle s'est congelée et coalescée de façon suffisamment forte pour que nous nous appuyions sur elle d'une certaine manière. Moi, je ne m'appuie pas sur la... Non, mais toi, tu es spécial. Vous vouliez poser une question? En fait, on parle de rêve, Oui. mais Monsieur Darras, votre lecture sur le voyage en ferry, il est hallucinatoire aussi. Et ça m'a d'ailleurs fait penser en fait à la marche de Frank Venaille le long de l'Escaut. La descente de l'Escaut. La descente de l'Escaut. Moi, je remonte l'Escaut. Nous avions un dialogue sur la fin de sa vie, malheureusement, tout à fait, à distance l'un de l'autre, parce que moi, l'Escaut, c'est un fleuve absolument coruscant, flamboyant. Si vous voulez, l'Escaut va se jeter à Anvers, 50 km après Anvers. Pour moi, l'Escaut, c'est Rubens. Et lui, son Escaut, je ne le reconnais pas du tout. C'est-à-dire qu'il est noir, c'est un texte superbe, mais c'est un texte de deuil, c'est un texte, vous êtes bien d'accord, c'est un texte de pessimisme incroyable. Et cet Escaut-là, je le lui disais à la fin de sa vie, et il ne contredisait pas, pour moi, c'est le cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Cette remontée du Congo, cette remontée du Congo, entourée par l'esclavage, par la colonisation, ainsi de suite, et c'est noir, quoi. C'est du noir et blanc. Oui, mais il y a une inhumanité chez Conrad qu'on ne retrouve pas chez Venaille. Oui, c'est vrai. Mais noir, le rapport à l'Algérie, chez lui, la guerre d'Algérie a été absolument fondamentale dans son existence. Je veux dire que c'est blessé, c'est un homme blessé, c'est un homme qui a mal, c'est un homme... Or, pour moi, les Flandres, c'est tout le contraire, quoi. C'est une forme de joie exponentielle. Voilà pourquoi ça m'amuse que vous citiez justement la descente de l'Escaut de Venaille, parce que c'est mon contre-négatif, c'est mon contre à moi. Je ne savais pas que c'était votre négatif, mais néanmoins, le côté hallucinatoire de ce que vous lisez sur le voyage en ferry m'a fait penser immédiatement, et pas seulement parce qu'il y a une conjonction géographique entre vous et Venaille. Donc la poésie est capable de faire rêver aussi, j'en suis heureux. Bien sûr. Le rêve est dans la poésie, non dans le texte. Il y a une dimension onirique dans l'ouverture du texte, certainement. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine, à la tour abolie. Les mondes constellés. À Nerval, pour moi, c'est très sensible parce que c'est en Picardie, hein. Même si les locaux trouvent que c'est une façon d'annexer le Valois, qui est une région historiquement très, très étrange, quoi. C'est très beau, le Valois, hein. Moi, j'habite du côté de Senlis, quoi. C'est la frontière avec le Valois. Et la présence de Nerval, pour moi, est absolument fondamentale. Elle est là partout, à Ermenonville, dans le parc d'Ermenonville, dont je suis heureux qu'il soit réouvert, qu'il voulait en faire l'annexe d'un hôtel. Et j'ai protesté, j'ai écrit une lettre en me présentant l'écrivain, en disant à la directrice du conseil général du département de l'Oise, écoutez, les ombres de Rousseau et de Nerval sont derrière moi, et ils protestent de toute leur véhémente protestation. Ça semble avoir marché. Contrairement à ce que dit la littérature, ne sert à rien. Mais ça semble avoir marché. Et là, le parc est rouvert et gratuit. Il fallait payer 6 €, et j'imagine qu'une famille avec 5 enfants qui se promenait le dimanche, vous vous rendez compte ce que ça représentait, et c'est gratuit, mais c'est magnifique. Courons tous au magnifique parc, jardin anglais du parc d'Ermenonville.
C'est pas loin de Paris, c'est 40 km. Et c'est vrai, pardon, excusez-moi, et c'est vrai, c'était un plaisir de franchir là. Je ne l'ai pas fait depuis longtemps à cause du Covid et à cause du Brexit. Parce que moi, le Brexit, c'est une catastrophe pour moi. Pas pour moi, pour les Anglais aussi, beaucoup d'Anglais. Et donc, la traversée du ferry, avec un vent souvent extrêmement violent, soufflant du sud-ouest, le bateau, la gîte du bateau était considérable et franchir la Manche, c'est quand même long, c'est 1h30, avec les manœuvres c'est 2 heures, 2h30. Au soleil couchant par exemple, et l'Angleterre est un pays tellement exotique que c'est rêvé aussi l'Angleterre. Alors là, c'est un rêve d'une autre nature, quoi. C'est un rêve réel, c'est extraordinaire. Et revenir là, vers Calais ou vers Boulogne-sur-Mer, bon, tout ça, mes 60 voyages se sont condensés dans cette image. Hallucinatoire, comme vous dites, d'une certaine façon. Oui, c'est vrai, d'une manière. La Manche peut être extrêmement violente. Je me souviens Je me souviens d'un voyage l'hiver, une traversée en décembre l'hiver, où le bateau est parti, mais d'extrême justesse, et les vagues étaient tellement violentes, on avait l'impression de faire l'ascenseur comme ça. Franchement, quoi, on descendait 3 ou 4 étages à chaque fois. On descendait. Les gens étaient complètement bourrés de notamine pas dans la cale, mais ou bien ils avaient tellement bu de whisky qu'ils étaient complètement puffs, ils étaient comme des cadavres, là, comme ça, c'était incroyable. Moi, je suis monté sur le pont, j'étais tout seul sur le pont, le vent, mais leur tapant comme une force ahurissante, et on a attendu 3 heures le feu vert pour entrer dans le port de Douvres. 3 heures de balançoire comme ça, c'était incroyable. Et c'est pas la peine d'aller très loin pour avoir des grandes aventures. Comme le dit Nerval dans les nuits d'octobre. Il a voyagé loin. Il suffit d'aller à Meaux. Il sortait quand même du docteur de Blanche, la clinique du docteur Blanche, et paf, il part au Moyen-Orient. Oui. Et c'est hallucinant pour le coup. Hallucinant. Tout seul comme ça. Incroyable. Ah mais il est incroyable. Alors, il est d'un humour aussi. Moi, j'adore son humour. On parle toujours de lui comme d'un pauvre homme suicidaire. Et effectivement, il s'est suicidé. Enfin, il est mort, il s'est suicidé apparemment, mais enfin, il n'est pas que ça. Il est d'une drôlerie incroyable. Sa recherche du livre qu'il n'a pas acheté à Francfort et qu'il veut trouver dans les différentes bibliothèques d'Europe, c'est d'une drôlerie incroyable. Je suis vraiment percule de rire quand je le lis. Les filles du feu que tu as citées, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Mais c'est vraiment Angélique que je préfère. Moi, mais c'est dans les filles du feu. C'est dans les filles du feu, c'est cette recherche. Et l'autre texte qui est assez peu connu, je trouve, et qui parle très très bien de la France. Alors là, pour le coup, et des chansons françaises, du répertoire français, j'ai descendu dans mon jardin, ainsi de suite. La Bohème galante. Ah, ça c'est magnifique. Ce qui est au fond de l'âme française. Mais il y a finalement beaucoup de textes de Nerval qu'on connaît très très bien. Oui. J'ai eu entre les mains, mon père avait une bibliothèque extraordinaire, il y avait tout Nerval, et j'ai découvert des textes qu'il a publiés, puisqu'il vivait comme ça, en feuilleton dans les journaux. Il a des textes qu'il a publiés dans les journaux en feuilleton. Il y a des tas de choses. Mais vois-tu, j'en veux beaucoup à Gallimard parce qu'ils sont publiés en Pléiade. Il y a 5 volumes de Nerval. Il faut vraiment acheter le dernier, il faut arriver au dernier pour avoir le trésor de Nerval. C'est dans le 6e ou le 5e ou le 6e volume, pour avoir la quintessence de Nerval, les chimères, qui arrivent à la fin des Filles du Feu d'ailleurs. C'est le poème. Un pur esprit s'accroît
sous l'écorce des pierres. Ah mais ce vers, alors là, je t'assure, quoi. Je me dis, mais comment les écolos, ils n'ont pas choisi ce vers-là, quoi. Ils devraient, le bon sang, c'est l'écologie quintessentielle. Un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Ah mais qu'est-ce que c'est beau. On est longtemps avant de se dire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh oui, mais justement, creuser, chercher. Merci. Pour tasser une lecture, non? Alors, on termine par une lecture. De lecture. Marie. Oui. Une lecture de quelle... Est-ce que tu avais commencé à lire la dernière fois? Moi, ça me plaît bien, le début, en fait. Je pensais donner Tu le fais comme tu veux. une autre... Pardon. On lit à peu près la même quantité ou moins? Je ne sais pas. Moins. Moins. Oui, un petit peu moins là. Un peu moins. Alors là, je vais vous lire quelque chose d'assez différent comme ambiance. Jacques trouve que je suis drôle quand je parle des hommes, alors donc je ne vais pas. Oui, oui, tu es drôle, mais de façon, comment dire, caustique. Hein. Donc ça va être des textes où je parle des hommes. Pour me distraire, je déambule dans le hall d'un théâtre, envahi par la foule, où je choisis à la va-vite un homme assez plaisant, dont je garnis le cou d'une étole de soie noire, dont la longueur inusitée est encore accusée par une frange à glands séparée par des perles. Je le conduis à une chambre où il s'allonge auprès de moi, me touche, me caresse, sans toutefois entrer dans mon intimité. Estimant sa présence et son comportement non dénué d'attrait, je consens pour finir aux hommages. Le jour venu, c'est presque un drame. Quelque chose de la nuit à filtrer s'est répandu comme une nue de soufre. Les langues vont bon train, sans toutefois me désigner. J'accueille le scandale avec indifférence, comme s'il ne me concernait pas. C'est cet état d'esprit qu'il me faudrait, à l'occasion, examiner. En attendant, j'explore et m'introduis dans un vestiaire où un homme se dévait et plie ses vêtements sur la banquette en bois, avec le soin de qui cherche à temporiser. J'ai grand pitié du corps exposé, parce que nu, et en particulier de la verge pendue, étrécie par la peur du combat qui attend juste derrière la porte. Ah, j'en ai encore un. Par précaution, je m'en éloigne et trouve abri dans un local aménagé pour le retrait et le répit. Comme le hasard fait bien les choses. Croyant les lieux déserts, je me mets à mon aise sans refermer la porte, quand j'aperçois, debout, au fond du corridor, une ombre masculine. Bon, me dis-je mal à l'aise, il suffit que je pousse le verrou. La main sur la poignée, je m'apprête à tirer le battant qui résiste. À cause d'une chaussure et du pied qu'il occupe, glissé à cet effet dans l'entrebâillement. Le pied est grand, la jambe est nue, le bas du ventre également. À sa suite,
À sa suite, une file qui me paraît sans fin occupe le couloir dans le même appareil, attendant mes services. Bon, me dis-je, m'efforçant de conserver mon calme, j'ai encore le pouvoir de dire non. C'est drôle. C'est très. Je valide. Ce poème-là, qui est extrait du Cœur maritime de la mer, je le dédie à Éric, d'abord parce qu'il a fait preuve de générosité à mon égard, et aussi parce qu'il connaît, du moins c'est ce que j'imagine, ce que je pense, dans un recueil qu'il a publié récemment, il termine ce recueil par un poème sur un lieu assez mystérieux, qui s'appelle Skellig Michael. Skellig Michael, donc c'est un rocher qui se trouve au large des côtes du comté de Kerry, en Irlande. Et ce rocher, qui est à 11 km très précisément du rivage, que l'on atteint difficilement en fonction des conditions météorologiques qui sont souvent mauvaises. Et même lorsqu'elles sont calmées, la traversée, je puis vous assurer, c'est 11 km, alors là, de balance de tous les côtés, roulis, tangage, vous avez le droit à une totale. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait quand on s'embarque sur ces petits canots à moteur en direction de cette île où, au 6e et au 7e siècle, des moines, des ermites plus exactement, ont construit sur le piton de 200 mètres de haut, adossé contre la roche, à l'abri relatif des vents, construit des huttes rondes, des ruches. On appelle ça beehive en anglais, des ruchers. Et j'ai réussi au bout de 2 tentatives à gagner cette île. On n'y passe que 2 heures. On n'a pas le droit d'y rester plus longtemps. Et il faut, pour atteindre ces ruches, monter 600 marches. Et donc 600 marches qui ont été taillées dans la pierre par ces ermites, ces moines, au 6e et 7e siècle. Et quand on arrive là et qu'on a un peu d'imagination, on s'imagine soi-même vivre dans ces huttes à l'époque. Et on se dit, non mais c'est invraisemblable, quoi. C'est ahurissant, mais comment pouvaient-ils tenir? Comment ont-ils tenu? Ce fut une aube miraculeuse, imprime-la, je t'enjoins, chante son verre de mousse bleutée qui couvrit ce matin-là la montagne jusqu'à l'eau bleue minérale tirant presque sur le pourpre, le poulpe, la pieuvre écrivant la création dans son encre noire diluée. À vous, quoique tu veuilles rester volontairement approximatif, tournant autour de la beauté revêtue par l'univers à certaines heures, telle cette ouverture du ciel sur l'empyrée entre 2 nuages, vapeur légère en voyage. Dis-nous, non, ne nous dis pas ton sentiment que te fut accordé une offrande comme d'un accord de corps, des dons par glissement d'image de la main, qu'un don fut fait à ta personne, d'un éblouissement supérieur pour toi qui, ayant voyagé jusque-là à cette heure et bravé l'immense désordre des vagues, méritait bien une tape sur la joue, accolade atmosphérique de bienvenue, quand toi-même tu n'hésiterais pas, on le sait, à convertir en signe d'un au-delà toujours présent à ta conscience, lumière allumée il y a longtemps à l'origine des origines, par l'auteur discret d'un geste phénoménal dont nous eussions été l'insigne conséquence dans ce qu'on nomme indifféremment le temps. Oui, je veux bien chanter, oui,
Je chante la beauté de l'océan, la mer avec le ciel au milieu, la roche, l'île, l'arête déchiquetée dans la paroi de laquelle des hommes oiseaux fous, aux mains, aux ailes, aux jambes non oiseuses, taillèrent à pointe de burin, à longueur de siècles, d'années, des marches, non pas des marches, mais des encoches, poètes de la matière silice, divisant en 600 positions amoureuses d'ascension les degrés nous rapprochant du ciel, cela qu'on nomme le ciel, mais qui est notre noyau commun à la roche et à nous, squelette de calcaire articulé. Ah, quelle ingénierie vraiment, quelle mécanique menuiserie transformant le simple mouvement de marcher en marche d'escalier dirigé vers la hauteur, le haut, la nuageuse vérité vers quoi nous voyageons, d'une athlétique impatience et patience tout ensemble. Station, le poème, prière avec le souffle, dans la proximité des genoux, des yeux. C'est un sacré voyage. Hein. Vous l'avez fait le voyage? Oui, j'y suis allé, j'ai monté les 600 marches, mais moi je souffre un peu de vertige, donc la mer, je la trouvais un peu... C'est vertigineux. Ah, c'est vertigineux. Et l'approche que j'ai essayé modestement de dire, l'approche le matin, mais la lumière était absolument, je ne sais pas comment la qualifier, quoi. Ah, c'est l'Irlande. Hein? La lumière irlandaise, de toute façon. Mais c'est inqualifiable. L'île était toute verte de mousse. Le matin bleu, tout bleu. La mer violette, pourpre. Mais c'est incroyable. C'était incroyable, incroyable. Donc, on ne peut pas rester insensible devant une pareille beauté. C'est plus que de la beauté. En général, 4 saisons par jour en Irlande. Ah oui, c'est ça. En Écosse aussi. En fait, je ne connais pas l'Irlande, mais j'ai été en Écosse, et c'est exactement ce que j'avais dit en revenant. Il y a 4 saisons dans la journée. L'Écosse, c'est la Voilà. même chose. Donc, Je j'étais connais dans le l'Écosse nord et de l'Irlande. l'Écosse, hein, tout à fait dans le nord. Voilà, donc, L'Écosse, je comprends. dans les Hébrides, Je vous entends. les hybrides de l'extérieur, les outer Hebrides ou les inner Hebrides. Hein? Je faisais un petit aparté très impoli. Ah, pardon. Je voudrais qu'on essaie de changer de perspective, vous poser une question. Oui. Ouais, on va changer d'optique là, Ouais. pour varier un Bien petit sûr, peu. bien sûr. Mais j'ai picoré un petit peu dans un livre qui s'appelle La mer, Le premier. La mer réfléchit. Ah, le 6e. Voilà. c'est dans Le 7e, pardon. Donc, j'ai plus le numéro. J'ai trouvé des choses qui m'ont. Voilà, je voulais quand même vous poser une question là-dessus. N'hésitez pas, hein, Non, même mais- si les questions sont dérangeantes. Hein. Non, ça, je n'irai pas jusque. Pourquoi pas? Le malentendu de la poésie et de la philosophie. Coïncidence pour le moins fâcheuse, voire insolence pure et simple, voici que le poète sort au moment précis où le philosophe rentre. Il n'est pas sûr que la philosophie sache à quel point la poésie peut être insolente. J'y vais une coupure. Le poète est celui qui sort, qui toujours sort, le philosophe, celui qui toujours rentre. Il peut se faire que les deux se croisent sur le seuil d'une même maison. Alors, je voudrais vous entendre, M. Darras, sur la philosophie et sur la poésie Oh là là. en même temps. Alors, Alors après là, Nietzsche, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Moi, je vais essayer d'être très très bref et concis parce que c'est un sujet sur lequel j'ai écrit un essai qui paraîtra avec un peu de chance l'an prochain et que j'appelle, je peux donner déjà le titre, L'imagination et le pur vertige d'exister. Et c'est ma somme sur la relation entre philosophie et poésie, parce que j'ai une double formation de philosophe et de poète. Et donc j'ai choisi la poésie. Ça a été un choix inconscient à l'époque où je l'ai fait, douloureux parce que en faisant cela, je claquais la porte, je tournais le dos à
un chemin tout tracé, pour le dire en clair. J'étais à ce moment-là, c'est une partie de l'explication, j'étais à l'école normale supérieure, ce qu'on appelle la rue d'Ulm, et donc le prof de philo, à l'époque, était Louis Althusser. Et donc, j'ai tourné le dos à Louis Althusser, vraiment. Et c'était un acte irréfléchi chez moi, et qu'on ne faisait pas, qui n'était pas, comment dire, qu'on ne faisait pas à l'époque. Et donc, c'est un acte d'adolescent, puisque j'étais adolescent, et c'était une sorte de crime, quoi, de lèse-majesté qu'on faisait. Et donc, je me suis fermé l'accès, en quelque sorte, au chemin, au cursus honorum philosophique, et j'ai pris mes clics et mes claques, et je me suis exilé, oui, c'est un exil, en Écosse. Ou plutôt, on m'a exilé en Écosse. J'avais une famille, j'avais 2 enfants déjà, c'est une chose qui alors été impossible à l'époque aussi, c'était invraisemblable, donc j'avais tout faux. Et c'est comme ça que je suis devenu poète, en passant par la langue étrangère, parce qu'il a fallu que je m'arrache le français. Et il a fallu, pour suivre et pour nourrir ma famille et pour suivre un parcours décent, que j'apprenne l'anglais. Or, l'anglais est une langue terrible. Je ne sais pas si vous le savez, parce qu'on fait semblant de croire que c'est une langue facile. C'est une langue, comme toutes les langues d'ailleurs, mais c'est une langue terrible. Et surtout, c'est une langue dominante. Et de sorte qu'on me faisait comprendre, on me faisait m'humilier en quelque sorte, parce que je ne parlais pas à l'époque l'anglais, pas bien, et que je venais de ma lointaine philosophie. Il a fallu que je passe à travers toutes ces épreuves, sans doute, pour devenir poète, pour être poète. Ça m'a fortement marqué, ça s'est inscrit dans ma chair, dans mon esprit, mais je n'ai pas cessé de lire la philosophie et de dialoguer avec la philosophie. Et Dieu sait que dans les années 80, 90, 2000, l'influence extraordinaire de Heidegger, les relais de Heidegger chez Derrida, et ainsi de suite, était véritablement une deuxième, non pas humiliation, mais enfin, c'était un sommet qui s'abattait sur vous, sur les poètes en quelque sorte. Il fallait que les poètes soient linguistes, ils n'avaient que cette possibilité de se réfugier dans la linguistique et d'aller soit vers Jacobson, enfin bref, tous les linguistes de l'époque, Benveniste, Chomsky, il fallait qu'ils soient linguistes, il fallait qu'ils montrent qu'ils avaient conscience de la langue, conscience de ce qu'était la logique de la langue. Deuxième exil d'une certaine façon, dont nous sortons à peine, avec un retour un peu réactionnaire, mais c'est normal, une réaction à l'issue de ce périple exigeant, de ce périple rocheux, âpre, rude en quelque sorte. Nous nous en réveillons de ce petit cauchemar qu'a été la fin du XXe siècle. Et le dialogue avec la philosophie se poursuit. Alain Badiou, qui fut mon condisciple, ou dont je fus le condisciple, et qui n'a jamais quitté la poésie des yeux, de vue, même si c'est une vision un peu classique, traditionnelle, qui est ancrée, lui, définitivement chez Saint John Perse. Alain Badiou a écrit récemment chez l'éditeur Nous, ou Nous, que pense le poème. Et donc, c'est un texte intéressant et qui essaie de faire le point, justement, et qui essaie de se dégager de Heidegger tout en ce pourquoi je l'approuvais de loin, d'une certaine façon. Pour moi, j'en suis... comment dire, j'ai fini ma souffrance, en quelque sorte, mon drame avec la philosophie. Je trouve que d'ailleurs, elle marque le pas de façon considérable à l'époque présente. Elle est partie vers l'éthique, c'est très 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 bien, c'est normal. Elle est partie vers la sociologie. Ce sont les deux phares actuels mais
elle a abandonné la métaphysique après Nietzsche, d'une certaine façon, et Heidegger ne venant verrouiller ce que Nietzsche avait plus ou moins laissé ouvert encore, d'une certaine manière. Et elle est toujours là, la petite poésie, elle est toujours là. Elle est toujours là, et moi j'ai de la poésie la vision d'une exploratrice insensée, bien en avant de la philosophie, bien en avant de la philosophie. Et donc j'en suis arrivé à cette image un peu légère, j'entends bien un peu arbitraire, qui fait que pour moi, la philosophie est domesticité. Elle est domesticité dans la mesure où elle nous dit comment habiter le monde, soit par la raison pratique ou la raison scientifique, la raison pure, disait Kant. Et donc c'est une façon d'habiter le monde et de le... Alors on passe très facilement de domesticité à domestiquer. La poésie ne domestique rien, elle le dit. Elle est toujours dehors, en avant, elle avance devant tout le monde, très loin, au large. Voilà. Il faut être au large en poésie, il n'y a rien à faire. On n'a pas le choix. Ben voilà, les choses sont dites. Merci beaucoup pour cette réflexion. Une question? Oui? Peut-être, c'était pas une question. Il y a quand même un dialogue, évidemment, constant. Oui, bien sûr. Constant. Oui, bien sûr. Parce qu'elle se renvoie, elle se renvoie. Oui, c'est le dialogue dont Bonnefoy a dit avec précision, avec justesse, que c'est le dialogue entre le concept et l'image. Résumons cela de cette façon-là, entre le concept d'un côté et l'image. La compréhension du concept. Je dirais qu'elles s'encouragent mutuellement, c'est-à-dire que quand on est un petit peu trop dans le concret, qu'on est vraiment loin d'une réception du réel, d'un étant, d'un être au monde, pour faire un petit clin d'œil à Heidegger, dans cet étant, eh bien, quand on lit de la philosophie qui est elle, effectivement, qui bâtit ses phrases, la philosophie vous reglisse vers ce goût de la poésie. Voilà ce que, personnellement, elle peut me faire. Donc, je la remercie toujours. Oui. Parce qu'elle nous reporte vers un possible d'écoute, de sensations, voilà. Certaines philosophies, effectivement. Mais une phrase philosophique nous embarque et nous fait nous plonger dans une conscience de réalité que nous aurions peut-être perdue. On perd très facilement conscience de notre étant, de notre existence, de notre réception, voilà, expérience du réel, qu'elle soit poétique, épiphanique, etc. Et donc je pense que elle est une bonne béquille, la philo. La philo, voilà, ça fait un ricochet permanent. Je crois que la philo jongle avec la poésie, avec le poète. Le philosophe parle avec le poète. Je ne dis pas que la philosophie parle avec la poésie. Dans l'état actuel des choses, la philosophie a réappris, je le constate plus ou moins, à parler avec respect à la poésie. Qu'elle se respecte courtoisement l'une l'autre, c'est très bien. Qu'elle dialogue, c'est très très bien. Pour moi, la philosophie ne peut pas ne pas être logique. La poésie, peut-être... Je crois qu'il y a une piste. Illogique, ou plutôt d'une autre logique. Elle a une liberté, la poésie, qui est absolument sensationnelle, qui est extraordinaire. Vraiment, mais elle est en train la philosophie, elle, étant arrêtée un peu au pied de son mur, est en train de s'ouvrir. C'est en train de se faire. Voilà, c'est en train de se faire. Sans doute. C'est en train de se faire. Elle se cherche. Je l'espère. Mais le mur est de taille. Le mur est énorme. Hein. Le mur est de taille. Le mur est de taille et finalement, d'une certaine façon, c'est un peu rapide ce que je vais dire, mais c'est le concept de l'être, sur le plan concept de l'être dans la société occidentale, dans la civilisation occidentale. Et c'est ça le mur. Oui, bon, alors il y a des gens qui... Mais c'est vrai que quand vous disiez la poésie est première, vous avez tout à fait raison. Parce que ce que je veux dire, c'est que la philosophie
elle a perdu pied. Disons qu'elle est première elle a parce qu'elle... besoin de la poésie. Elle en a besoin et elle va se Disons tourner. qu'elle est première parce qu'elle passe Elle va se devant. tourner vers Parce qu'elle l'intuition. passe devant. Elle a révélé avant. Elle passe, Elle est passe première, et devant. c'est la première qu'on éjecte de la cité. Hein. Les poètes sont sortis de la cité. Donc, ce mot liberté que vous avez donné, moi j'y adhère totalement. Il me semble que le poète, en fait, en tout cas la poésie est libre, d'autant plus qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que sont persécutés souvent les poètes. Dans les pays où la liberté d'expression est un peu difficile, n'est pas comparable à la nôtre, c'est souvent les poètes que l'on retrouve en prison ou qui sont obligés encore de s'exiler dans ce monde moderne. Donc moi je n'entends pas très bien toujours les liens entre poésie et philosophie, je vous entends très bien, mais j'ai toujours cette image qui fait que de façon très très lointaine, le poète c'est celui qui a toujours ouvert la parole et ce faisant, ouvrant la parole, il est forcément, à un moment donné, il ne peut plus être accepté par ce qui est institutionnel, ce qui est pouvoir. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire, parce que je suis obligé de partir. En tout cas, merci pour cette parole. On va essayer d'organiser un petit peu les questions là. Parce qu'il y a Je savais tout à l'heure, parce que là, vous parlez d'un conflit qui m'échappe pas mal, parce que je n'ai pas toute cette culture, mais comment dirais-je, au-delà d'un conflit, je pense que la philosophie est du côté du symbolique, du côté du concept, et la poésie du côté de l'image. Donc même en admettant qu'ils se réconcilient, ils sont chacun leur façon de voir le réel. Oui. Mais le même réel, c'est-à-dire qui est une sorte de prise de conscience qui est au-delà du langage. Dont le langage de la poésie est conscient, doit être conscient, sans que ça l'empêche d'agir, bien entendu, que ce réel-là est inaccessible, ou du moins qu'il n'est jamais conquis, quoi, que ce sont des conquêtes totalement provisoires. Et justement, excusez-moi, je pense que s'il y a un conflit, c'est parce que certains veulent s'approprier ce réel, alors que le poète, en principe, doit savoir que c'est impossible. Et pire encore, le conflit naît lorsque certaines personnes, j'ai envie de dire suivre mon regard, essaient de rendre réel une mythologie. Essaient d'appliquer dans le réel, mais le réel le plus cuisant, le plus brûlant, le plus destructeur, une mythologie. Oui. Construisent d'abord une mythologie avant de essayer de la faire réelle, la réaliser. Le poète sait très bien que précisément cette chose-là est, est une erreur fondamentale. C'est une erreur totale. Quand cette erreur-là coûte des vies humaines, des milliers de vies humaines. Carole ? Vous voulez poser une question ? Non ? Oui, j'aimerais bien évoquer votre anthologie des poètes picards médiévaux. Des poètes médiévaux. Et vous le dites, cette anthologie, personne ne l'avait réalisée avant. Non. Cette richesse du Picard, encore d'aujourd'hui, Oui. j'ai l'impression qu'on ne l'évoque pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de corpus réellement établi. Enfin, peut-être en cours, mais à l'époque où je me suis intéressée à la question, il n'y en avait aucun. Or, le Picard et la langue d'Oïl, c'est une langue qui a ouvert les frontières, puisqu'on sait que la Belgique parlait également cette langue. Voilà pourquoi et comment. Voilà. Je ne vous reprends pas, mais simplement je vous dis, Oui. j'ai essayé, moi j'ai fait 2 anthologies, Oui. Celle qu'on connaît là, celle qui est là sur la table, chez Gallimard, et j'en avais fait une autre avant, qui s'appelle La forêt invisible. Et La forêt invisible, qui est la première anthologie diacritique, comme on dit, dialogique, du Moyen-Âge au Picard. Alors là, la langue picarde écrite au 19e et 20e siècle, La forêt invisible, qui a été publiée. On le trouve encore sur Internet, sur Amazon, je crois. Je ne sais pas à quel prix d'ailleurs.
Mais La forêt invisible, donc c'est la première anthologie réelle au XXe siècle de cela. Et puis j'en ai fait une tout récemment, publiée chez un petit éditeur picard à Amiens, et qui s'appelle, La richesse exceptionnelle, la richesse littéraire, tout picard que j'étais. J'ai pris à Racine ce début de vers, Racine dans les plaideurs, ouvre sa pièce avec un personnage de théâtre qui s'appelle Petit Jean, et ce Petit Jean-là assume sa picardité, et il dit « Tout picard que j'ai, toi un bon apôtre, et je faisais claquer mon fouet tout comme un autre. » Et suit une tirade absolument extraordinaire. Et Jean Racine, et alors ça c'est le paradoxe par absolu, était un picard de la Ferté-Milon, c'est-à-dire aux sources de l'Ourcq. Un jour, je vous invite à remonter les sources de l'Ourcq, et vous arriverez au musée Jean Racine, plus grand latiniste de tous les écrivains français, formé à Port-Royal, et qui allait rendre visite à sa sœur et sa grand-mère à La Ferté-Milon en carrosse, ayant épousé une picarde avec 6 ou 7 enfants, et toute la famille partait vers La Ferté-Milon, on imagine. Jamais vu ça écrit par un romancier, mais c'est absolument extraordinaire. Ah si, il y a un livre très très bien qui existe sur Racine. Sur Racine et sur sa vie, justement. Tu me le diras, hein, tu me le donneras. Oui, le titre m'échappe. Enfin, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès il y a 2-3 ans. Eh bien, il faut à tout prix. Et je termine par ça. Et donc, il venait d'une famille janséniste. Le jansénisme a eu beaucoup d'adeptes en Picardie, c'est-à-dire ce catholicisme virant vers le protestantisme et vers le calvinisme. Et Calvin est un picard. Hein. Je crois que le titre, c'est Titus n'aimait pas Bérénice. Ah oui, peut-être. Ah, c'est une femme qui a écrit ce livre, une romancière. Oui. Ah, merci. Et la vie de Racine dedans était bien dit. Enfin, c'est peut-être pas. Non, mais c'est non. Pas une biographie de Racine, mais elle reprend la vie de Racine en la racontant à travers. Donc, cette anthologie, la récente, qui a eu un relatif succès, parce qu'effectivement, faire vendre ça à Paris, c'est pas tellement. D'autant plus que moi, je défends. C'est fou, la quantité d'écrivains français qui sont d'origine picarde. C'est ahurissant, ça. C'est ahurissant. Tout picard que j'étais, l'exceptionnelle richesse littéraire de la Picardie depuis le XIIe jusqu'au XXe siècle. Voilà. Et est-ce que... Non, j'ai fait 3 anthologies, hein, mine de rien. Et est-ce que la langue d'Oïl, elle a été vraiment conservée? Il y a des mots qui restent dans le picard d'aujourd'hui, c'est extraordinaire. Oui. Comme Mais vous savez, la langue d'Oïl de l'époque, XIIe siècle, Jean Baudel d'Arras et Adam de la Halle, qui sont tous les deux extrémités du XIIIe siècle, qui sont l'origine du théâtre profane. Les deux, ils ont déjà une langue, filtrée. Hein. C'est une sorte de koiné, une langue commune et d'une langue littéraire. Malheureusement, on ne sait pas ce qu'est la langue parlée par le peuple de l'époque. On a que c'est déjà des bourgeois, c'est déjà des gens qui écrivent à Arras pour un public de bourgeois, de banquiers, de financiers. Arras est la ville la plus prospère d'Europe au XIIIe siècle. Et donc, comme par hasard, le théâtre naît dans cette ville, le jeu de Saint-Nicolas et le jeu de la Feuillée sont les deux grands récits en langue d'Oïl, avec des termes picards, oui. Ouais, il y a un lexique à la fin avec des picardises. C'est ça. Et le picard, est-ce qu'il est... il change d'une région à l'autre? Oui, absolument. D'accord. Et il y a un tas de gens moi j'entends que picard, mais non pratiquant de picard. Je l'ai entendu toute mon enfance, mais je ne parle pas vraiment.
Mais je disais à mes amis picardisants, mais bon sang, faites de la lexicologie, faites des dictionnaires. Et c'est en cours, c'est en cours. Ça, c'est une merveille, c'est une bonne nouvelle. Faites des dictionnaires. C'est foisonnant, c'est ahurissant les mots. Et alors, ils changent selon les régions, quoi. Le ponthieux, le vimeux, l'amiénois, tout ça, c'est des mots différents. Le lexique est absolument d'une abondance inouïe, mirifique. Et pour le coup, poétique. Et pour le coup, poétique, mais comment réinsuffler ça? Alors, il y a quelques mots, comme par exemple être enchepé. Je suis enchepé. Et enchepé, on emploie ça vraiment très souvent dans les familles, de dire bah, je suis gêné, quoi. Enchepé, c'est vraiment les pieds qui sont pris dans les entraves, quoi. Je suis enchepé. Ma mère, mes grands-mères, tout ça, employées. Mais comme elles étaient des institutrices, elles parlaient bien français. J'avais une grand-mère, institutrice, Yvonne, dernière d'une famille de 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Et sa sœur aînée a suivi un chemin totalement différent du sien. Elle a été, elle parlait picard, mais alors tous les jours, à longueur de journée. Et quand ma grand-mère m'emmenait en autocar pour aller voir sa sœur, elle consentait à la voir au moins une fois par an. Elle prenait l'autobus, l'Oiseau Bleu, entre Abbeville et Amiens, et elle arrivait chez sa sœur, Marthe. Et Marthe passait toute l'après-midi à lui parler picard. Et ma grand-mère, franchement, en retour, quoi, cette Marthe, quoi, pourquoi elle vit comme ça, aussi pauvrement, en parlant picard, quoi, elle ne peut pas parler français comme tout le monde. Mais moi, je la trouvais très drôle. Je trouvais qu'elle avait beaucoup d'humour. Et j'ai gardé dans l'oreille sa voix et en même temps ses mots. Quoi. Vous avez de tête un poème picard? Non, j'en ai pas de tête, j'en ai pas appris, c'est un peu dommage, mais j'aurais pu, j'aurais dû. Il y a de très beaux textes, donc, dans La forêt invisible, au nord du français, le picard, publié par la Maison de la Culture d'Amiens en 1985, avec des linguistes et des poètes qui, en particulier, le 19e et 20e siècle. C'est une vraie anthologie de textes. Voilà. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci On continue? Question minuscule, Ouais. mais peut-être que ça va faire partir dans quel sens quelque part. Non, il y a un autre programme. Non, j'ai envie de Et bouger. peut-être t'as pas posé de questions, je sais que tu avais préparé. J'écoutais, non. Oui, Mais c'est vous juste avez parce que une j'étais question, en une question. curiosité à la présentation au tout début sur l'épopée anglaise burlesque. Voilà, j'ai noté ça. Alors, vous en avez parlé. C'est moi. Voilà, vous en avez L'épopée parlé. anglaise. Oui, l'épopée anglaise burlesque, il y avait des choses totalement inconnues. En anglais, c'est mock epic. Mock epic. Bon, je vais creuser ça. C'est pour le son mock epic. Mock. Alors moi, je le traduis Comme en se français moquer, par... finalement. Je le traduis par mock epic. Oui, mock epic. Oui, ben voilà, Mock c'est- epic. c'est- Le genre mock epic. Ça doit Alors, venir de Guillaume. dans encore. mon texte, si vous voulez, je vous Guillaume donne la Lecoq. référence. La référence du mock epic en France, Oui. c'est Voltaire. C'est Voltaire. La pucelle d'Orléans. Ah. On ne touche pas à la pucelle d'Orléans. C'est en France, c'est un mythe à la fois républicain, frontiste, de gauche, de droite, du milieu. On n'y touche pas. Le seul à l'avoir touché, ce mythe, c'est Voltaire. Et c'est un poème, pièce de théâtre, un poème, d'une drôlerie irrésistible. D'une drôlerie irrésistible. Vous savez, en France, il y a des cadres. Hein. Il y a vraiment des cadres. Hein. Voltaire, on veut bien, mais d'accord. À petite mesure. C'est un poème absolument extraordinaire. Formidable. Voilà, donc, Voilà. si Il y a- vous il y a voulez... des- Pardon, excusez-moi. Non, François. Il y a d'autres questions? Non? Carole? D'accord. Bon, Merci. on
m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Marie-Étienne, merci Jacques Darras d'avoir d'avoir participé à ce genre de débat. Enfin, Merci de votre écoute et merci de vos questions et Voilà. vos remarques. Voilà, il y a une petite troisième mi-temps là-bas. C'était On peut très se- riche. se Et rester- puis donc, je vous indique, par revue intuition, Jacques Darras, si certains sont intéressés. Il y a quelques exemplaires. Il y a quelques exemplaires de livres également. Marie aussi, tu as des exemplaires? Tu n'as pas pris le temps? Merci à vous. Merci. Merci à vous.